Bonjour, je reprends mes vidéos après une interruption due en partie à un petit voyage en Alsace. Donc bien sûr je vous en reparlerai à l'occasion d'une dégustation. J'ai été voir le domaine Bottgel dont je vous ai déjà fait une vidéo. Et puis j'ai appris les dernières nouvelles de la région concernant le vin bien sûr. Et donc je vous en parlerai dans quelques temps. Dans l'immédiat, je vous propose un grand Bordeaux rouge, un grand Médoc bien connu des amateurs, le château Pontet-Canet, sur la commune de Pauillac. La commune de Pauillac concentre un nombre incroyable de crus classés, c'est dire la qualité des terroirs dans ce secteur. Il y a bien sûr les trois premiers crus classés, Mouton, Lafite et La Tour. Mais derrière, ça se presse un peu et il y a des vins de très très haut niveau, notamment bien sûr Pontet-Canet, Linge-Vage, et puis des cinquièmes crus classés qui ont bien grimpé, Clermillon, d'Armagnac, dont je vous ai déjà fait une vidéo, et d'autres qui sont, il faut le dire, plus en retrait, comme Grand Puy Ducasse, et puis d'autres crus encore, comme le Croix-des-Pages. Dans ces crus classés, il faut les payer évidemment. Il faut quand même compter pour Pontet-Canet une centaine d'euros. Linge-Vage est encore plus cher. Il y a les super seconds, donc Linge-Vage en fait partie, aussi Pichon-Comtesse, Pichon-Baron. Dans les prix plus raisonnables, si on peut dire, il y a le Grand Puy Lacoste, qui a eu son heure de gloire dans les années 60. Ce n'est pas d'ailleurs qu'il est baissé, mais comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, c'est simplement que les autres ont remonté le niveau. Et ils se vendent quand même un peu moins cher, dans les 70 euros à peu près. Nous allons donc goûter ce Pontet-Canet dans le joli millésime 2012 que j'aime beaucoup. Il n'est pas évident d'ailleurs que cette bouteille soit à son apogée. L'histoire de Pontet-Canet est quand même intéressante, sans trop tomber dans les détails. C'est Guy Tesseron, qui était distillateur en cognac, qui a racheté le domaine en 1975 à la maison de négoce Cruz, qui en avait pris un vieux coup suite au scandale des vins de Bordeaux qui a éclaté au printemps 73. J'aurai peut-être l'occasion de vous en reparler. C'est vrai qu'aujourd'hui on a du mal à imaginer ça, l'effondrement des cours, avec des choses assez incroyables. Certains grands châteaux ont stoppé carrément leur commercialisation en attendant que ça se tasse, et ont quand même coulé une petite partie de la production sous d'autres étiquettes de creux bourgeois qui possédaient en procédure en toute légalité. Donc Guy Tesseron a acheté, comme on dirait, en bourse à la baisse et a fait une excellente affaire. Mais en dehors du côté économique, c'était quelqu'un qui était très en avance sur son temps par rapport aux problèmes aujourd'hui d'environnement et d'écologie. Il était conscient que pulvériser une tripotée de produits agressifs sur la vigne, à terme, c'était extrêmement dangereux pour le vignoble, et ça a été amplement confirmé. Alors les Bordelais étant une sacrée manie, c'est de critiquer ce qu'ils adoraient il y a 20 ans, ou à l'inverse, adorer ce qu'ils détestaient il y a 20 ans. Alors finalement, c'est un peu cet exemple-là, Pontet-Canet. Quand on a vu les chevaux commencer à faire du labour sur le domaine, on a beaucoup ricané, enfin, dans un certain milieu, évidemment. Fort logiquement, au fil des années, le domaine a basculé en bio, et même en biodynamie. Il a mis pas mal d'années, mais ce n'est pas tant de la faute du propriétaire, c'est que la législation bio, en fait, a évolué peu à peu. On est parti de zéro, finalement. Parce que pendant une époque, les vins bio n'existaient pas vraiment, c'était à partir de raisins bio. Mais dans les chais, on faisait un peu n'importe quoi quand les raisins n'avaient pas l'état satisfaisant. Aujourd'hui, la législation est beaucoup plus précise. Le domaine, en quelques mots, évidemment très bien situé, vu la densité des crus classés sur Pauillac, c'est facile à deviner. Au nord, on a Lafite et Mouton. Et Pontet-Canet se développe sur 80 hectares, ce qui est déjà une très très belle surface, et surtout sur une centaine de parcelles, ce qui en dit long du travail à faire à la vigne.
l'encépagement est on ne peut plus classique avec 2 tiers de Cabernet Sauvignon, 1 tiers de Merlot et un petit peu de Petit Verdot et de Cabernet Franc. Il faut noter que l'âge moyen du vignoble est élevé, 50 ans, c'est pas si souvent. Et notamment, il y a un Cabernet Sauvignon de très vieilles vignes qui ont été plantées en 1940. Il est évident que là, on obtient très peu de raisins, mais qui sont magnifiques. Grosso modo, ces parcelles se répartissent assez classiquement avec des dominantes calcaires où le Cabernet Sauvignon se prospère, et puis d'autres secteurs où la proportion d'argile est plus importante et qui conviennent mieux au Merlot. Le millésime 2012, donc beau millésime, mais quand même très humide au printemps. L'été a été sec, et puis malheureusement, il y a un petit peu de pluie au moment des vendanges des merlots, qui sont vendangés les premiers, les Cabernet Sauvignon étant le cépage le plus tardif, avec le Petit Verdot. Donc ces pluies ont un peu dilué les baies de merlot sans finalement compromettre, heureusement, la qualité de la récolte. Les cours des 2012 ont été, comme les 2011, intéressants, assez bien placés. Et donc, c'est des vins qui aujourd'hui ne se payent pas plus cher, voire moins cher que les millésimes beaucoup plus récents. Nous allons donc goûter ce Pantais-Canet 2012. Belle robe, profonde, culée et intense, de myrtille, de cassis. Tous les fruits rouges y passent. Même sans agitation, le nez est intense. Alors, les arômes sont d'une telle pureté, d'une telle intensité, qu'ils effacent presque complètement les notes boisées d'élevage. Note florale également. Pivoine, rose. Oh là là, c'est du concentré. Très belle bouche. Le vin est très rond, avec des tanins bien fins. Le vin n'est pas encore à son apogée. Ça ne devrait pas tarder. Dans l'évolution des vins, il faut savoir que c'est le niveau de terroir qui l'emporte sur l'appellation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, un Pauillac, genre Grand Puy Lacoste, qui est un très beau milieu de gamme, va évoluer plus vite que par exemple un Grand Margaux comme Château Palmer. On ne goûte pas ces vins-là pour leur rapport qualité-prix, c'est une évidence. Ce sont des grands vins tout en finesse. On peut aussi regretter que les Bordelais, même si c'est en train de changer, sont un peu timides pour le basculement en bio. Ça se développe, pas mal de crus classés y sont maintenant. Pourquoi la région a été un peu lente à se lancer là-dedans? Les Bordelais brandissent toujours le climat atlantique, à la fois en été chaud et humide. Tout au moins, j'ai envie de dire, c'était comme ça, parce qu'avec ce qui se passe avec le climat, on ne sait pas trop de quoi demain sera fait. Mais il y a, à mon avis, une autre raison, et ça, il ne risque pas de nous le dire en face, c'est l'application de l'adage « on ne change pas une équipe qui gagne ». Quand vous vendez merveilleusement bien votre Grand Bordeaux à l'export, notamment, vous vous dites « pourquoi basculer en bio, je vais au-devant d'ennui ». D'autant plus que, peut-être, simple hypothèse, dans les pays où je vends mon vin, est-ce que vraiment ça serait un plus d'avoir le logo bio? Mais la pression sociale en fait, est là, et donc progressivement, tous les grands châteaux basculent dans le bio avec plus ou moins d'enthousiasme, vous vous en doutez. En fait, ils auraient dû être les premiers à le faire. Je dis ça par rapport au petit terroir, parce que quand on travaille à petite marge, dans les Bordeaux supérieurs ou des appellations satellites, etc., eh ben, on prend des risques économiques bien supérieurs. Voilà, à bientôt.